Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Bonsoir Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu chez Odile Jacob. Merci d'être avec nous en direct Frédéric Ancel. Évidemment, on a besoin de votre expertise pour prendre de la hauteur sur ce qu'il se passe en ce moment au Proche-Orient. Israël continue de frapper l'Iran. On attend également une riposte massive de l'Iran. Comment qualifieriez-vous la situation ce soir à 19h32, Frédéric Ancel? C'est une situation de guerre. C'est la première fois que j'emploie ce mot dans la longue confrontation existante entre Israël et la République islamique d'Iran. Mais là, cette fois, ça y est, c'est-à-dire que les Israéliens ont décidé, quand je dis les Israéliens, la tête de l'exécutif, mais également l'état-major soutenu par la quasi-totalité de la population, parce que sur l'Iran, il y a pas de débat, il n'y a pas de problème identitaire, humaniste, territorial avec des Palestiniens. Donc tout le monde a décidé en Israël de retarder au moins de quelques années en détruisant tout ou partie le nucléaire iranien. Donc là, à la fin de cette première journée alors non pas de confrontation, parce que l'Iran n'a fait que riposter de manière extrêmement modeste et totalement ratée à base de simples drones pour l'instant. Mais pour la première journée est manifestement un succès pour Israël, d'une part parce que absolument tous les appareils sont revenus intacts et ça confirme que l'espace aérien iranien était bien nu. Et c'est ce qu'on a vu en 2024, en novembre 2024. D'une part, d'autre part, il semble que la plupart des cibles aient été atteintes, et même Fordo, dont on disait aujourd'hui qu'elle n'était pas encore touchée, bien maintenant elle est touchée. Donc là, qui est une centrale, qui est un lieu extrêmement important et sans doute le plus durci, le plus bétonné. Bien, il est déjà frappé. Et enfin, 3, les réactions internationales ne sont pas hostiles. Et là, il faut bien rappeler que pas seulement les Européens ou les Occidentaux, mais l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, avait déjà stigmatisé l'Iran à maintes reprises sur sa projection illégale sur le plan nucléaire. C'est-à-dire, Frédéric Ancel, qu'Israël est en train de faire le travail que d'autres pays auraient dû faire. Il paraît que l'Iran avait 45 fois plus d'uranium nécessaire à construire, à s'équiper en nucléaire. 45 fois plus que la norme autorisée par l'AIEA. Oui, et c'est vrai c'est vrai à double titre ce que vous venez de dire. D'abord, je pense que beaucoup d'États considèrent qu'Israël fait le sale boulot. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le traité de non-prolifération de 1968, qui, à ce jour, ça peut paraître étonnant, n'a jamais été transgressé, le serait si l'Iran faisait la bombe aujourd'hui. Or, c'est certainement l'un des plus grands succès de l'ONU depuis 1945 et personne ne veut de prolifération. D'abord, certainement pas dans la région, vous l'imaginez bien, mais au fond, les Chinois non plus, qui sont une puissance très conservatrice sur le plan nucléaire. Évidemment, les Européens n'en veulent pas non plus. Et puis, pourquoi le sale boulot? Parce que dans la région précisément, les Saoudiens qui, évidemment, d'un point de vue rhétorique et discursif, étaient obligés de condamner l'attaque, craignent comme la peste l'obtention par l'Iran de la bombe, ainsi que d'autres États comme les Émirats arabes unis. Autrement dit, effectivement, d'un point de vue diplomatique, ça ne coûte rien, si vous voulez, à Israël de frapper les installations nucléaires iraniennes. Oui, parce que effectivement, la communauté internationale ne condamne pas l'action d'Israël, parce que, on le redit, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Si l'Iran avait eu effectivement l'arme nucléaire, on se retrouvait tous dans une situation de danger. Enfin, je ne sais pas comment on peut la qualifier, Frédéric Ancel, cette situation de danger. Si l'Iran s'est équipé de l'arme nucléaire, nous-mêmes étions en danger, non? En tout cas, il y avait un risque absolument majeur de prolifération, non seulement régionale, puisque voilà déjà bien longtemps, même le président Jacques Chirac avait dit que si l'Iran se dotait de l'arme atomique, eh bien des pays comme l'Arabie Saoudite, la Turquie par exemple, l'Égypte s'y mettrait très rapidement. Donc là, une prolifération régionale potentiellement catastrophique. Et puis, de manière plus générale, je me permets de rappeler à vos auditeurs, mais ils le savent pour beaucoup d'entre eux, qu'une dizaine d'États dans le monde aujourd'hui sont ce qu'on appelle des États du seuil. C'est-à-dire qu'en assez peu de temps et assez peu de moyens, ils seraient capables de faire rapidement une bombe atomique. Ils ne la font pas bien poliment. Et pourquoi? Précisément parce qu'ils respectent le jeu du traité de 68. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, avec un Iran nucléarisé, on aurait assisté à un tournant extrêmement dangereux. Est-ce que vous pensez, vu les circonstances et vu le nombre, effectivement, de hauts dirigeants qui ont été tués, est-ce que le régime des mollahs pourrait basculer? Eh bien, je n'y crois pas. En tout cas, je n'y crois pas du fait des phrases israéliennes de cette confrontation. De la même manière, je vais vous dire, que je n'y croyais pas ces dernières années lorsque, sur la base et dans la foulée de ce pourtant merveilleux
mouvement de libéralisation des femmes et de la jeunesse de manière générale, avec notamment Femmes, Vie, Liberté. Pourquoi ? Parce que si vous voulez renverser un régime politique, il faut pour ça d'abord énormément de courage, parce que ce régime est ultra répressif, d'une part, et d'autre part, il faut être poussé à bout. Et c'est sur le plan socio-économique que les Iraniens feront tomber la République islamique d'Iran. D'ailleurs, ces chefs le savent tellement bien qu'ils avaient négocié en 2015 un premier accord qui tenait bon d'ailleurs pendant 3 ans, jusqu'à ce que Trump le casse finalement. Et cet accord permettait à l'époque à l'Iran d'obtenir la levée d'une grande partie des sanctions financières qui contribuent à l'étrangler, outre l'impéritie du régime lui-même. Et de ce point de vue-là, on a affaire à des gens assez pragmatiques qui savent très bien que s'ils chutent, je parle évidemment des mollahs, ce sera de l'intérieur. Et à cause de quoi ? Pas à cause de frappes israéliennes sur des usines en général situées assez loin des centres-villes. Non, à cause du social et de l'économique. Donc vous voyez, quand Netanyahou parle d'un changement de régime, oui, enfin bon, il essaye de légitimer, si vous voulez, ou de surlégitimer, outre le droit international, ses frappes sur le nucléaire iranien, et d'emmener avec lui les opinions occidentales, c'est de bonne guerre. Sauf que, en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe, et un régime, en général, il tombe de l'intérieur, et non pas poussé par des manœuvres extérieures. Une chose encore, Frédéric Ancel, parce que je sais que vous êtes pressé, la réponse de l'Iran à Israël. De quelle ampleur sera-t-elle ? On a vu effectivement que ça ne serait pas, c'est pas l'aviation iranienne qui poserait problème. On parle des drones, on parle de missiles balistiques. Quelle peut-elle être cette réponse ? Eh bien, je pense qu'elle ne peut pas être différente dans sa nature que celle qui avait prévalu à 2 reprises en 2024. C'est-à-dire effectivement un certain nombre de missiles. Bon, le drone, c'est pas très dangereux, mais un certain nombre de missiles qui frapperaient les centres urbains et peut-être un certain nombre de bases en Israël. En revanche, quantitativement, on peut assister à quelque chose d'une plus grande ampleur. Seulement voilà, en 2024, les dégâts avaient été minimes, les dégâts humains avaient été encore plus mineurs, et l'Iran avait démontré que, au fond, face à Israël, il ne pesait pas très très loin. Aujourd'hui, Khamenei, le guide suprême, peut très bien décider de faire plus, mais il ne pourra pas faire mieux. Et non seulement il ne pourra pas faire mieux, mais même s'il fait plus en provoquant des dégâts humains ou matériels en Israël, de toute façon, ça n'empêchera pas et ça n'altérera pas l'armée israélienne dans sa capacité manifeste à casser tout ou partie du nucléaire iranien. Merci beaucoup, merci infiniment Frédéric Ancel, merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, merci pour votre expertise et vos explications, c'est extrêmement important. Je voudrais qu'on parle, s'il vous plaît, Jules et Paul, Jules Torres et Paul Melun, peut-être des mots d'Emmanuel Macron, ouais. Le point de presse d'Emmanuel Macron continue. Je voudrais avoir votre regard sur la position de la France qui dit qu'elle va protéger Israël en cas de riposte des Iraniens, mais dans le même point presse, Emmanuel Macron nous parle de la reconnaissance d'un État palestinien. Alors, c'est quoi le rapport entre les deux, Jules Torres ? Évidemment, on est très critique de la position du président de la République depuis certains mois, qui, en tout cas, est critiqué pour son ambivalence parfois et son rapport ambigu à Israël. Là, j'ai plutôt l'impression que depuis l'attaque d'Israël, la position française est une position équidistante, une position d'équilibre, c'est-à-dire que on dit en effet que Israël, je cite le président de la République, a le droit de se protéger et a le droit d'assurer sa propre sécurité. On annonce dans le même temps un renforcement du dispositif Sentinelle pour faire face à toutes les potentielles menaces en France, puisqu'on sait que la riposte iranienne pourrait aller jusqu'en Occident. On affirme également, et ça c'était attendu, que l'Iran porte une lourde responsabilité dans toute la déstabilisation de toute la région, et ça c'est vrai. Et là c'est le pendant d'Emmanuel Macron, c'est la reconnaissance d'un État palestinien avec des conditions. Et ça, ces conditions, il faut bien les expliquer. D'abord, la libération de tous les otages qui sont actuellement dans la bande de Gaza. Ça, je crois que c'est assez clair. Ensuite, la consolidation d'un cessez-le-feu. Ça, c'est vrai qu'on n'arrive pas pour l'instant à y parvenir. Et ensuite, un processus politique qui se substitue aux armes. Ça, je pense que c'est sans doute le plus difficile. C'est-à-dire remettre l'autorité palestinienne qui n'a aucune influence dans la bande de Gaza depuis 2007. Mahmoud Abbas, le patron de l'État palestinien, il n'a pas pu rentrer dans la bande de Gaza depuis 2007. Et pour éradiquer le Hamas. Bon, ça paraît compliqué. Donc, actuellement, il faut pas que le président mente aux Français. Il faut que
que le président ne mente à personne, la reconnaissance d'un État palestinien est impossible puisque ces critères-là, Mais alors, les trois quel est son critères, intérêt? Je ne comprends pas. c'est la ligne de C'est la quoi, France c'est et d'Emmanuel Macron depuis quand même Non, mais plusieurs c'est quoi, années. je C'est vrai qu'on ne la comprends pas. comprend pas, mais en tout cas sur la Oui. prise de parole ce soir du président de la République, elle est assez claire et il n'est pas du tout ambigu, ce qu'on a pu lui reprocher ces dernières semaines et ces derniers mois. Bon, Paul Melun. Une fois n'est pas coutume, je suis assez d'accord avec Jules Torres. Je pense qu'il y a, si vous voulez, deux sujets finalement assez différents dans un ensemble qui est assez cohérent. Je m'explique. C'est-à-dire que les frappes de Tsahal sur Gaza, la question de l'aide humanitaire et de son arrivée sur Gaza, la question d'un futur cessez-le-feu aux conditions que le président de la République vient d'indiquer et d'aller vers la reconnaissance d'un État palestinien. Tout ça touche à la résolution du conflit sur la bande de Gaza. Ensuite, il y a la question de l'Iran. Et l'Iran est un acteur qui, évidemment, est une menace existentielle pour Israël. Et donc, Israël est légitime à se défendre et à riposter. Mais l'Iran est aussi, et ça a été largement dit aussi par monsieur Ancel, une menace pour toute la région, une menace pour toute la zone. Il faut bien voir que l'Iran a mis en place des méthodes de prolifération du nucléaire à des fins militaires depuis bien des années et joue un trouble jeu. C'est-à-dire que depuis la révolution islamique en 1979, vous avez des gens qui s'amusent à faire peur à l'Occident en essayant de s'armer malgré un certain nombre de traités, le plus récent étant celui de 2015, pour mettre en place une méthode de dissuasion qui n'en serait même pas une méthode de guerre absolument tragique et qui ensuite encouragerait d'autres puissances régionales à la course à l'armement nucléaire. Par conséquent, là, ce que fait Israël vis-à-vis de l'Iran, c'est un acte absolument pas génocidaire, comme nous dirait Rima Hassan, etc., concernant Gaza. Là, on est vraiment sur un acte de guerre qui est mis en place contre des infrastructures militaires, à raison, parce que ces infrastructures de nucléaire militaire menacent non seulement la zone, non seulement Israël, mais le monde entier. Alors la situation est à haut risque. Paris est prêt à défendre Israël. Voilà ce que dit Emmanuel Macron, qui continue de s'exprimer, de répondre aux questions des journalistes. Emmanuel Macron qui a aussi évoqué, je vous le disais, donc la reconnaissance d'un État palestinien. On va réécouter les extraits les plus forts de ce point presse dans un instant sur Europe 1. Il est 19h43.